avec Léa Salamé, nous vous proposons ce matin un grand entretien spécial Algérie. Au lendemain de la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat et de reporter l'élection présidentielle, le temps qu'un processus de transition soit défini et mis en place. Les questions restent nombreuses, on va le voir avec nos invités. Vous avez évidemment la parole d'ici une dizaine de minutes via les canaux habituels, le 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Nos invités donc en ligne depuis Alger, la sociologue Amel Boubaker, l'écrivaine Maïssa B, elle, est du côté d'Oran, et en studio Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Les Algériens ont semblé emporter une manche avec cette décision du président Bouteflika de ne pas se représenter, mais quelques heures après, est-ce si sûr? Et si le renoncement à un 5e mandat impliquait la prolongation ad vitam aeternam du 4e? Et si le fait de voir partir Bouteflika l'installer encore plus longtemps au pouvoir sans même avoir à passer par la case élection? Ces questions se posent ce matin. Est-ce donc selon vous une victoire à la Pyrrhus qui a été arrachée dans les rues? En tout cas, c'est une fausse sortie. On a mis du temps à comprendre parce que quand on reprend la lettre et qu'on la lit attentivement, elle est très habile. Il dit je me retire, mais plus on avance dans la lecture et plus on mesure qu'il s'agit en réalité d'une ruse et qu'on louvoie, on joue. Il s'agit de prolonger le 4e mandat, comme vous venez de le dire, ad vitam aeternam. Les Algériens ont mis quelques heures à réaliser ce qui se passait et ont compris la manœuvre. Et tout de suite, les mobilisations ont repris d'abord le soir même et puis hier toute la journée dans les rues d'Alger. Mais pour comprendre ce que vous appelez une ruse, pour comprendre cette décision du président de Bouteflika et de ceux qui gouvernent, vous diriez qu'elle est quoi? Quel est le fruit de la peur qui a saisi le pouvoir ou de son machiavélisme? Bah, Ou des deux? Ou les deux, je dirais, parce qu'aujourd'hui, d'abord, c'est un bateau qui prend l'eau de toutes parts, à l'intérieur du régime. On voit des défections de partout, que ce soit à l'intérieur même du FLN, parmi les oligarques du patronat, très proches du clan Bouteflika, dans toutes les organisations satellites du FLN, les femmes, les paysans, les jeunes, les anciens combattants, qui constituaient l'un des piliers du régime qui font aujourd'hui défection. Et C'est la puis, première fois que le régime a peur, vous diriez? je dirais pas ça, parce qu'il y a eu quand même dans l'histoire de l'Algérie, même si elle est courte depuis son indépendance en 1962, des moments de tension et d'entrée en tension avec la société qui ont été quand même extrêmement violentes. Il n'y a pas que les années 90, depuis 1965 et le coup d'État de Boumedienne, il y a eu constamment de la violence qui s'est exercée sur la population. Donc le régime a peur, oui, parce qu'il ne maîtrise pas cette situation qu'il n'a absolument pas vu venir. Et ce qui est assez symptomatique, c'est qu'on est une jeunesse qui est hyper connectée face à un régime qui, lui, est totalement déconnecté des défis de l'Algérie et qu'on pourrait définir en disant que c'est quand même assez Jurassic Park quand on voit le chef d'état-major ou le président ou certains dirigeants algériens. On a du mal à joindre Amel Boubaker, Maïssa B. Les lignes ne sont pas mauvaises, ne sont pas bonnes, pardon, du tout. Donc on reste ici en studio à Paris, d'ici à ce qu'on puisse rétablir les choses. Kader Abderrahim, est-ce qu'il y a un risque, comme le dit Kamel Daoud ce matin au quotidien Libération, que les Algériens, après cette ruse du pouvoir, passent de la joie à la colère? Parce que jusqu'à présent, le scénario est magnifique, il est écrit d'une encre sublime, mais est-ce que ça peut virer? Maintenant, c'est une inquiétude que je peux exprimer. Jusque-là, j'avais aucune inquiétude sur des dérapages ou la violence, quelle qu'il soit, ni du côté du régime, ni du côté de la population. Ça peut se tendre, là. Mais là, je crois que les frustrations accumulées par la population, et puis cette manière, cette humiliation supplémentaire, en plus, vous nous prenez pour des imbéciles, ça peut effectivement conduire à des affrontements. Kamel Daoud disait dans le 7-9 d'Inter vendredi que quand des hommes descendent dans la rue, ça peut virer à l'émeute, mais quand les femmes les rejoignent, ça peut devenir une révolution. Qu'en pensez-vous? Les femmes sont-elles là, dans la rue, présentes massivement? Oui, elles le sont. Indéniablement, elles sont présentes autant que les hommes. Et pourquoi ne le seraient-elles pas? Elles sont partie intégrante de ce pays et de son histoire. Elles ne sont pas mieux traitées que le reste de la population. Je crois que c'est important de comprendre que dans ce genre de système politique, on ne fait pas de différence. Ce n'est pas votre genre
ou votre statut social qui vous protège de la répression. Loin de là, au contraire. Et donc tous ceux qui se sentent concernés se mobilisent, quel que soit leur statut social. On peut voir aujourd'hui quand même des juges, des magistrats qui ont été choyés par le régime, des avocats, des médecins. Ça touche toute l'Algérie dans sa profondeur anthropologique et politique. C'est pour ça que je pense que à la fois, c'est une mobilisation qui s'est amplifiée et qui dure dans le temps, parce qu'elle est joyeuse, elle est populaire, et dans le fond, peut-être que c'est la première fois que les Algériens sont à l'unisson. Qui soutient encore le régime aujourd'hui en Algérie? Il a encore des soutiens, Mhm. mais les soutiens de l'État. C'est-à-dire toutes ces clientèles, tous ces réseaux qui doivent tellement à ce régime et qui, évidemment, soutiendront jusqu'au bout pour préserver leurs petits intérêts. Voilà, on a réussi à établir la ligne. J'espère qu'elle sera bonne avec la sociologue Amel Boubaker. Bonjour et merci Bonjour. d'être aujourd'hui avec nous sur France Inter. Quelle est l'atmosphère? Dites-nous, en Algérie, vous êtes à Alger. Je citais les propos de Kamel Daoud ce matin et ses craintes que les Algériens passent de la joie à la colère. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Dites-nous. Alors effectivement, il y a une colère, mais c'est une colère féconde. Il y a un véritable bouillonnement depuis l'annonce de Bouteflika. Les jeunes se passionnent pour la Constitution, essayent de comprendre chaque article en profondeur. Il y a aujourd'hui des comités d'auto-organisation qui éclosent partout dans les universités, des comités de quartier. Les gens ont véritablement l'envie de canaliser leur frustration dans une participation politique beaucoup plus effective. Et je pense que cette situation, elle a eu un énorme impact, non pas parce que les Algériens ont validé le récit de la réforme et de la transition, mais au contraire parce que justement, elle a clarifié deux points. Elle a clarifié d'abord le fait que le régime refuse catégoriquement de négocier avec les Algériens pour l'instant et continue d'ignorer leur capacité de contrainte et leur capacité à rendre des comptes en fait vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de leur peuple, ou en tout cas vis-à-vis du peuple algérien. Et puis elle a aussi clarifié le fait que le régime ne voulait pas perdre le contrôle de la transition et voulait construire cette transition dans un cadre qui est illégal. Mmh. Qui n'est pas constitutionnel et qui ne serait pas le fruit en fait d'une plus grande transparence des institutions. Est-ce qu'il y a un risque de dérapage là dans les prochains jours? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors effectivement, il y a de la frustration, comme je le mentionnais, mais il y a aussi une volonté de continuer à avoir ce self-control qui a fait la réussite des manifestations, c'est-à-dire à être capable de contrôler et les demandes que l'on a et la façon dont on va s'organiser. L'appel massif à prendre la rue vendredi prochain est extrêmement partagé et extrêmement consensuel ici, toute classe, toute sociale, toute génération confondue. Et par conséquent, on voit comment c'est la force des manifestations qui continueront de mettre la pression sur le régime et sur ses options de transition. Cette force-là, c'est sa capacité de contrôle, justement. Les Algériens sont véritablement dans une volonté de contrôle de tout dérapage, y compris en discutant entre eux, notamment à travers des comités de quartier, la possibilité d'exclure les casseurs et les manipulations qu'on a pu voir localement, notamment à Alger, pendant les semaines passées. Y a-t-il une figure de l'opposition qui commence à s'imposer? Alors, la figure de l'opposition, en Algérie, l'opposition, c'est un mot extrêmement complexe, c'est-à-dire que l'opposition, ou du moins les partis d'opposition, qu'ils soient islamistes, trotskistes, berbéristes, ont été instrumentalisés par le pouvoir depuis une vingtaine d'années. Donc, ce sont des partis qui ont été cooptés, qui pour certains, comme le parti islamiste du MSP, ont même participé à l'alliance présidentielle de Bouteflika, c'est-à-dire qu'ils étaient au gouvernement, et donc ils ont perdu toute crédibilité vis-à-vis de la population. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas de leadership qui émerge véritablement n'est pas un problème en soi pour les gens qui prennent part aux manifestations. C'est justement cette capacité d'auto-organisation qui fait la spécificité de ce moment historique en Algérie, et qui, finalement, il y a une espèce de négociation, comme ça, on l'a vu lors de l'annonce de la grève générale. Beaucoup ont émis l'hypothèse que finalement il y avait manipulation du régime et que cette annonce était en fait une ruse justement là aussi pour pouvoir déclarer l'état d'urgence en cas de désobéissance civile. Mais en même temps, d'autres ont été plus ou moins convaincus. Il faut savoir que la police, moi je l'ai vu, avait demandé aux commerçants de faire des boutiques. Donc c'est là que c'est paradoxal, ça n'était pas une initiative qui émanait directement du peuple. Mais là aussi il y avait négociation. Donc on assiste
véritablement à une capacité des Algériens de négocier, peut-être pas un consensus, mais du moins un dissensus dans des conditions plus ou moins démocratiques. Et ça, c'est très important. La question de l'opposition, Kader Abderrahim, et du leadership, comment la percevez-vous ? C'est vrai que c'est une question aujourd'hui qui est devenue très importante parce qu'il ne faudrait pas que ce soit le prétexte qu'utiliserait le régime pour dire je n'ai personne avec qui négocier, je n'ai pas d'interlocuteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on voit émerger quelques personnalités de ce mouvement, comme le président du Conseil de l'ordre des avocats ou du Conseil de l'ordre des médecins qui a pris une position courageuse en appelant les médecins à ne pas signer les certificats médicaux pour le président, ces personnalités peuvent jouer un rôle, mais c'est évidemment très insuffisant. Il faudra trouver, et comme le disait Amel il y a un instant, il faudra trouver les moyens d'une structuration qui sera jamais consensuelle évidemment, mais qui permette d'avoir des interlocuteurs pour être les interfaces entre la population et le régime dans ce momentum qui va s'ouvrir, espérons-le, de la conférence nationale. Que pèsent aujourd'hui les islamistes en Algérie politiquement et dans l'opinion publique? Est-ce qu'ils reviendraient s'il y avait des élections totalement libres? Est-ce qu'ils auraient un très bon score, par exemple? Alors ça, c'est impossible à dire. Je ne sais pas ce qui peut advenir, mais là, à court terme, aujourd'hui, les islamistes, ça ne pèse pas et ça ne constitue pas une alternative politique. D'abord parce qu'ils ont été intégrés par Bouteflika, avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, qui les a intégrés dans le jeu politique, ce qui est une manière de les corrompre, et ça les a discrédités. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'hypothèque islamiste sur le mouvement. On ne les voit pas, ça m'a été confirmé des dizaines de fois par différents interlocuteurs sur place, et les slogans qu'on entend ne correspondent absolument pas à ce qui constitue le socle idéologique des islamistes. Donc, pour le moment, ça ne constitue pas une hypothèque sur ce mouvement populaire. La liaison avec Oran et l'écrivaine Maïssa B est établie. Là encore, j'espère qu'elle sera bonne. Bonjour, dites-nous dans les trois passions, les trois sentiments qu'on a décrits ce matin, joie, colère féconde, qu'est-ce que vous éprouvez, vous, Maïssa B ? Il y a un peu tout ça, en même temps beaucoup de prudence parce que je pense que les ressorts du pouvoir ne sont pas encore tout à fait épuisés. Donc nous avons immensément d'espoir, un espoir qui parcourt les rues quotidiennement. Là, je viens d'entendre des lycéens qui passaient devant chez moi en criant des slogans, enfin les slogans que crient les manifestants. Il y a une espèce d'enthousiasme très contagieux qui se communique un petit peu à toute la population. Mais en même temps, il y a cette prudence que nous avons, nous, les personnes de notre génération, parce que nous savons que tout n'est pas encore réglé. On revient vers vous, Maïssa B, en essayant de retrouver une ligne un peu meilleure. Emmanuel Macron a salué la décision du président Bouteflika. Hier, il a appelé à une transition dans un délai raisonnable. Kader Abderrahim, comment avez-vous compris cette déclaration et comment a-t-elle été reçue sur place ? L'avantage du langage diplomatique, c'est que chacun peut y trouver et entendre ce qu'il a envie d'entendre. Donc voilà, c'est parfait, c'est réussi. Ceci étant, c'est toujours compliqué évidemment pour la France. Parler, c'est être accusé d'ingérence. Se taire, au mieux, c'est être accusé de complaisance, voire de complicité. Je crois qu'on parle quand on a quelque chose à dire. Et malheureusement, il faut bien le dire et le reconnaître aujourd'hui, ça fait bien longtemps que la France n'a plus de projet politique à l'égard du Maghreb singulièrement, puisque c'est ce qui nous intéresse ce matin, mais du monde arabe d'une manière générale. Et on attend toujours le discours fondateur du président de la République sur cette région du monde qui est tellement tourmentée et qui est tellement importante pour les intérêts diplomatiques de la France. Mais vous comprenez aussi la retenue de la position de la France dans une situation comme celle-là depuis 3 semaines. Est-ce que ce n'est pas une décision sage de ne pas parler justement à tort et à travers parce que l'ancienne puissance coloniale à tout moment peut être accusée d'ingérence? Est-ce que vous comprenez aussi la position de la France dans ce cas-là? Non, mais je comprends tout à fait, je comprends tout, la prudence, le langage diplomatique, la langue de bois si c'est nécessaire. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien et comme si ça ne nous concerne pas. C'est évident que les intérêts de la France après l'Union européenne, c'est le Maghreb. Nous avons tous appris cela à l'école et qu'aujourd'hui encore, c'est une situation qui est une réalité. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on se tait. La question, encore une fois, c'est quel est le projet de la France à l'égard de cette région du monde? Et s'il y en avait un, on pourrait parler et
sans être accusé ni d'ingérence ni de complaisance. Amel Boubaker, la question de la position de la France est elle-même un sujet à Alger où vous vous trouvez? Oui, mais qui n'est pas le seul prisme à travers lequel les manifestants s'expriment. La question de l'ingérence étrangère ou de la volonté potentielle d'ingérence étrangère, y compris des États-Unis et de la France, a été effectivement mentionnée sur quelques pancartes lors des manifestations de vendredi dernier. Mais au-delà de ça, au-delà de la question de la France, au-delà de la figure de Bouteflika, au-delà du régime et de ses nouveaux membres, ce qui fait débat ici, c'est vraiment la capacité de ne plus parler du régime et de parler de nous. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre, de se réconcilier, de comprendre ce que l'on veut, de comprendre comment on peut s'organiser. Et il y a une espèce de déconnexion vis-à-vis justement des manœuvres ou des communiqués officiels, qu'ils soient français, algériens ou autres, qui est très très perceptible ici. Et puis il y a la seule véritablement composante qui pourrait changer la donne et qui est attendue là, par contre avec beaucoup d'attention, qui est écoutée avec beaucoup d'attention par les Algériens, ce sera le positionnement de l'armée. Et là, vendredi prochain, ce sera un véritable test. Est-ce que l'armée va entériner le caractère pacifique des manifestations en laissant faire encore une fois? Et là, effectivement, ce sera un accélérateur de négociations, puisque les manifestations, comme je le disais, vont continuer de maintenir la pression sur le régime qui va certainement reculer encore et proposer d'autres choses si l'armée, comme je le disais, entérine ce caractère pacifique. Et puis, c'est aussi la position de l'armée, c'est aussi une attente internationale très forte de Paris et de Washington de savoir comment l'armée algérienne va éventuellement gérer la transition. Donc c'est véritablement peut-être le seul acteur qui aujourd'hui peut faire la différence en Algérie et dont la réaction est extrêmement attendue. Maïssa B en ligne depuis Oran. Kamel Daoud, Maïssa disait sur France Inter que les jeunes ont réussi là où sa génération à lui, les cinquantenaires, avaient échoué politiquement, à savoir à fissurer ce régime et ce pouvoir. Qu'en pensez-vous? Avez-vous la même impression? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons depuis 1960, on va dire depuis les années 70, vécu dans le musellement de toutes les aspirations, de toutes les volontés populaires, quoi qu'on dise. Cette république qui se disait démocratique et populaire ne permettait pas l'expression libre de tous ceux qui voulaient participer, si vous voulez, au développement du pays. Donc c'est un groupe qui s'est emparé du pouvoir en Algérie, qui ne l'a pas quitté depuis 1960. Et nous étions, on a vu d'ailleurs dans les manifestations qui ont précédé, je pense particulièrement aux manifestations des résidents en médecine qui ont été réprimées de manière très brutale, très violente. Déjà, il y a quelques mois, les seules manifestations qui ont été autorisées, ce sont celles qui se sont passées pendant la décennie noire, lorsque les femmes ont décidé de sortir dans les rues pour clamer leur désespoir dans des conditions dans lesquelles nous vivons. Mais nous savions que la répression était tout proche et elle était là. Donc nous n'avons pas eu ce dynamisme qui est aujourd'hui à l'œuvre dans les marches qui se produisent en Algérie. Et je crois que nous avons raté, pas mal de rendez-vous avec l'histoire. Merci Maïssa B. La ligne n'est pas très bonne, Léa. Kader Abderrahim, que restera-t-il d'Abdelaziz Bouteflika? Que retiendra l'histoire? Est-ce qu'elle retiendra le héros de l'indépendance ou la momie maintenue, accrochée au pouvoir? La vie de tout homme, de toute femme, c'est toujours fait d'ombre et de lumière. La sienne, je crois, sera pas très différente, mais je pense que cette fin est quand même assez pathétique. Et j'ai relu à plusieurs reprises la lettre qu'il a adressée à la nation lundi soir. C'est vrai qu'il y avait là les germes, on retrouve très bien son style, mais il y avait quand même les germes d'une sortie par le haut. Et puis, malheureusement, on voit qu'il continue à s'accrocher. C'est quand même un homme qui est revenu au pouvoir et qui a, dès qu'il a été élu, a dit « je ne serai pas un trois quarts de président », obsédé par cette idée que le pouvoir ne se partage pas. Et en plus, il avait quand même beaucoup de comptes à régler avec ses anciens amis. Et je crois que c'est ça qui marque à la fois le comportement et la trajectoire de Bouteflika, mais malheureusement, il a pris en otage 40 millions de personnes. Même question à Amel Boubaker, qu'est-ce qui restera d'Abdelaziz Bouteflika?
Vous êtes là? Chose, en fait. Oui, allez-y. Il ne reste déjà plus grand-chose en fait. Il est évident que les Algériens, même avant ce soulèvement, se sont habitués à vivre sans président, se sont habitués à vivre sans régime représentatif. Et c'est aussi là qu'il faut trouver les germes en fait de cette mobilisation. Et comme je le disais, les Algériens et notamment les Algériens sont déjà bien au-delà de la question de Bouteflika sur la capacité d'organiser une république et un État et de récupérer leur État de façon plus de participer plus directement. Et ça se fait pour répondre aussi à la question qui avait été posée sur le rôle des islamistes, ça se fait en dehors de toute idéologie pour l'instant. Ça se fait vraiment avec une volonté de récupérer les institutions, de reparticiper et on verra bien ensuite quelles seront effectivement les figures qui émergeront de cette ouverture si elle a lieu. On se dirige vers le standard d'Inter où Chemseddine nous attend. Bonjour, soyez le bienvenu, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Donc je me présente, je suis algérien qui vit en France et on va dire je fais partie des influenceurs sur les réseaux sociaux qui cherchent bien évidemment à contribuer à ce mouvement. Donc je voudrais juste en fait je voudrais juste en fait voilà dire qu'en fait actuellement nous avons besoin des porte-paroles et des encadreurs qui devraient en fait juste incarner des personnalités consensuelles et on cherche vraiment à des gens qui puissent vraiment porter nos revendications et surtout essayer en fait de maintenir le bras de fer avec le pouvoir. La question du leader, donc, Chemseddine, qui revient, Kader Abderrahim, dans notre débat, dans notre discussion. Que pouvez-vous répondre à notre auditeur? C'est difficile à ce stade, hein. On voit bien que pour le moment, c'est pas un mouvement qui est structuré, mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, ce que les Algériens ont réussi à arracher, c'est l'entrée dans un processus. Alors, comme le disait Amel, à nouveau, je pense que c'est important. C'est pas terminé, hein. C'est une histoire qui commence, hein. Et l'entrée dans ce processus est absolument fondamentale parce que peut-être qu'on va refaire de la politique, parce que Bouteflika a tué la politique, hein. Il était le seul à vouloir l'incarner et il a éliminé toute opposition. Donc, le fait d'entrer dans un processus politique avec le nom qu'on lui donne, conférence nationale, va permettre aux Algériens de se réapproprier la parole, de revendiquer, de faire valoir leurs revendications et de porter un discours singulier. Maintenant, il faut évidemment qu'à un moment ou à un autre, ça s'organise, ça se structure sous des formes qu'ils trouveront et qu'ils définiront en fonction de leurs intérêts et de leur réalité. Merci à tous les trois. Kader Abderrahim, qui avait la parole à l'instant avec nous en studio à Paris. Et merci à toutes les deux. Amel Boubaker, sociologue en ligne depuis Alger. Maïssa B, écrivaine en ligne depuis Oran. Mille excuses à nos auditeurs pour la qualité parfois compliquée des liaisons téléphoniques.